bon jeûne, parce qu'en cette période du Ramadan. Donc, j'espère que vous allez être en forme aujourd'hui pour la séance. On va essayer de faire une séance un peu cool, hein, un peu light, parce que je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui jeûnent. Donc, ça risque d'être un peu compliqué. Alors, qu'est-ce que nous avons au menu aujourd'hui? Donc, comme d'habitude, un petit rappel des séances précédentes et nous allons attaquer deux choses. Nous allons commencer par les activités et ressources clés. Puis, nous allons démarrer peut-être, une partie très intéressante qui se focalise sur l'éco-conception. Donc, nous allons terminer cette partie durant la prochaine séance. Et entre-temps, aussi, vous allez avoir un cours avec M. Lohab sur l'éco-conception. Comme ça, vous auriez fait la partie vraiment théorique avec la partie pratique en parallèle. OK? Donc, commençons par un petit rappel. Donc, comme d'habitude, hein, vos listes de projets. Donc, pour info, moi, je n'ai pas reçu d'autres projets jusque-là. J'ai regardé même ce matin. Donc, j'en ai que 9, 9 binômes / monômes. Je vous invite à envoyer vos idées au plus tôt. Là, typiquement, pour ces deux séances, ça aurait été dommage de ne pas avoir vos listes d'idées. C'est pas grave. Comme d'habitude, quelques exemples d'idées si vous n'en avez pas. Je vous rappelle aussi que le but, c'est de développer ce qu'on appelle un modèle d'affaires vert. C'est ce que vous voyez donc sur cet écran-là. Avec donc les missions, visions et objectifs dans la partie supérieure de l'écran. Et puis, les sept sections différentes du modèle d'affaires vert. Les parties prenantes clés, les activités et ressources clés, propositions de valeur, relations clients, segments de clientèle, structure de coûts et enfin le flux de revenus. Et c'est ce que nous essayons de faire au fur et à mesure dans nos exercices. Enfin, pour arriver à quelque chose de solide, arriver à un modèle d'affaires vert solide de votre idée d'entrepreneuriat. Premier exercice que nous avions fait, donc c'était juste quelle est votre idée d'entreprise initiale, qu'est-ce que vous allez proposer comme produits et services, qui vont être vos clients, vos partenaires, etc. On a parlé du PESTEL, donc quels facteurs politiques, économiques, sociaux, technologiques, environnementaux et légaux pourront impacter votre idée et comment est-ce qu'ils vont impacter votre idée. Puis, nous avons parlé des problèmes et besoins, donc identifier les problèmes auxquels votre idée s'attaque, quel problème environnemental, quel problème social, quel besoin marché et quel problème ou quelle motivation personnelle. Donc, quels sont vos objectifs, enfin, quels sont les problèmes que cette idée essaye de tacler à ces 4 niveaux. Et en fonction de ces quatre problèmes et besoins, je vous ai demandé de définir des objectifs. Des objectifs, comme on a dit, SMART, spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporels. Donc, comme ça, vous allez vous fixer des objectifs pour résoudre ces défis sociaux, ces défis environnementaux, ces besoins du marché et votre motivation personnelle. Donc ça, c'est déjà été fait. Une fois que tout ça est fait, vous pouvez définir votre mission et vision. Donc, comme on avait expliqué, la mission, c'est quelque chose, c'est ce que vous faites concrètement, c'est quelque chose de concret. Quel type de produit est-ce que vous allez vendre, quel type de produit ou de service? Quels sont les principaux clients, la région géographique d'intervention? Donc, c'est une ou deux phrases qui résument un peu tout ça. Et la vision, c'est vraiment c'est l'avenir en fait. C'est l'avenir de votre entreprise. Si jamais ça se passe bien, quel est votre but en lançant cette idée? Donc, c'est vraiment quelque chose d'idéologique. C'est l'avenir envisagé, c'est l'idéologie fondamentale qui justifie pourquoi cette entreprise ou cette idée a été lancée. OK? Donc, une fois que vous avez fait ça, vous auriez rempli les deux sections qui sont en haut du modèle d'affaires vert, donc mission, vision et puis les objectifs. OK? Là, je vous rappelle le formulaire pour m'envoyer vos idées. On a aussi attaqué les parties prenantes clés, n'est-ce pas? Quelles sont les parties prenantes qui impactent votre idée? Donc, les parties prenantes, je vous rappelle, c'est toute personne physique ou morale
qui impacte ou qui est impacté par votre entreprise. Vos clients, vos fournisseurs, je ne sais pas, le ministère de l'Environnement, les collectivités locales, les concurrents, etc., etc. N'importe quelle personne physique ou morale qui est impactée ou impacte votre entreprise. Après, vous pouvez les classer selon l'intensité de l'impact que cette partie prenante exerce sur votre entreprise et l'impact que votre entreprise a sur ces parties prenantes. Et comme ça, nous aurons 4 cadrans, donc cadran 1, 2, 3, 4. Et comme je vous ai dit, cadran 1, donc c'est vous impactez beaucoup cette entreprise et elle vous impacte énormément. Donc là, ça va être des relations, il faut réussir à créer des relations gagnant-gagnant. Pour le cadran 2, donc ça va être plutôt les parties prenantes qui influencent votre entreprise énormément, mais vous ne les influencez pas énormément. Du coup, ils ont beaucoup plus de pouvoir sur vous que vous n'avez de pouvoir sur eux. Et donc là, il faut vraiment définir les bonnes stratégies, soit pour les faire passer au cadran 1, d'accord? Donc, comme exemple, on a dit, vous pouvez par exemple choisir des petits fournisseurs au lieu de choisir de grands fournisseurs. En choisissant de petits fournisseurs, vous allez avoir un impact énorme sur leur chiffre d'affaires. Si vous choisissez un grand fournisseur, vous allez avoir un impact minime sur son chiffre d'affaires. Donc, il ne va pas vous passer en priorité. Okay? Etc. etc. Donc, vous définissez les stratégies pour manager ces parties prenantes. Et comme je vous ai dit, tout cela est théorique. Et donc, parce que vous avez beaucoup d'hypothèses en faisant cet exercice. Vous allez vous dire, oui, moi, je pense que je vais, par exemple, énormément impacter le ministère de l'Environnement. Mais ce n'est peut-être pas vrai. Et donc, je vous ai montré des fiches de renseignement donc, pour pouvoir valider ces hypothèses. Vous pouvez faire des entretiens avec des personnes qui travaillent au ministère de l'Environnement. Vous pouvez faire des questionnaires pour vérifier ces informations, pour vérifier qu'effectivement, vous impactez énormément cette partie prenante, que cette partie prenante est vraiment intéressée d'acheter vos produits, si on parle des clients, que cette partie prenante a effectivement un problème, si on parle des fournisseurs, que les fournisseurs ont par exemple un vrai problème pour vendre ce type de produit et donc vous êtes vraiment une solution pour eux. Donc, valider ces hypothèses passe par des entretiens, par des questionnaires, par une collecte d'informations. Et donc, je vous ai montré un modèle de fiche de renseignement que vous pouvez utiliser pour collecter ce type d'informations. Est-ce que vous avez des questions jusque-là? Est-ce que tout est clair? Est-ce que vous avez réussi à faire les exercices? Ou est-ce que je peux passer à la partie activité et ressources clés? Bonjour, Monsieur Antoine. Oui, Madame bonjour. Bourlala. Bonjour, ça va, vous allez bien? C'est qui? Pardon, je ne vous ai pas entendu. C'est Madame Bourlala. Ah, bonjour, Naboulala. Je ne vous vois pas en Bonjour. fait sur la cam, c'est pour ça. J'ai mes slides en plein écran, c'est pour ça. Ah bon, oui, c'est vrai. Je ne sais pas si vous voulez que… Non, je pense que les étudiants n'ont pas de questions. Il y en a des normes qui ont fait déjà le travail. D'accord. Écoutez, si vous avez des questions, c'est le moment. Hein. C'est le bon moment. Sinon, je vais passer aux activités et ressources clés, qui est aussi une partie très intéressante. Alors, vous avez des questions à poser? Pour le moment, je pense qu'ils ont bien compris. C'est bon? C'est clair? OK. Oui, c'est clair. Super. Donc, activités et ressources clés. Si nous regardons le modèle d'affaires vert, donc ça, c'est le deuxième écran en partant de la gauche. Activités et ressources clés. Cette section, c'est la deuxième section, pardon, en partant de la gauche. Cette section est divisée, comme son titre l'indique, en deux sections, activités et ressources clés. Et nous allons commencer par définir les activités, puis attaquer les ressources clés. OK? Donc, si vous souhaitez, vous pouvez mettre un tiret horizontal et diviser cette partie en deux, activités à part et puis ressources clés à part. OK? Les activités, c'est quoi?
Les activités, c'est tout ce que je dois faire pour pouvoir produire mon produit ou mon service, le vendre, m'approvisionner, le distribuer, etc., etc. Donc, c'est tout ce que je dois faire, comme vous voyez sur le slide, tout ce qui doit être fait pour définir et offrir une proposition de valeur à un segment de clientèle spécifique. Donc, on le dit de façon un peu plus, comment dire, un peu mieux marketée que ce que je viens de dire, mais concrètement, c'est ça. OK, donc toutes les tâches et les activités que vous allez devoir faire pour pouvoir offrir, vendre vos produits et vos services. OK? Le plus simple pour définir les activités, surtout quand on parle si vous allez vendre un produit, c'est de réfléchir au processus de production. Commencer par son processus de production. C'est une méthode de faire. Hein. Vous pouvez faire différemment, mais ça vous facilite la tâche. Prenons un exemple. Est-ce que Dunia ou Rosa sont là, dans la salle? Est-ce qu'il y a une des deux qui est dans la salle? Dunia et Rosa qui veulent recycler les mégots de cigarettes en fourniture. OK, en restauration. Est-ce que l'une d'eux peut passer ou les deux? Dunia. Ah oui, Dunia. Dunia, très bien. Non, elles ne sont pas là. Elles ne sont pas là? Personne? Oui, malheureusement, oui. OK, on va prendre quelqu'un d'autre. Wardia et Marwa qui veulent faire du recyclage d'huile de cuisson, pardon, en biodiesel. Huile de cuisson, comment ça s'appelle? Wardia et Marwa. Wardia, oui, elles sont là. Est-ce que l'une des deux peut passer? Oui, vous passez. Oui, elles vont passer. Allez. C'est pour ça que j'avais besoin de vos idées, en fait. C'est pour ce type d'exercice. Vous voyez? Pour ça, on va faire tout le temps les mêmes idées, mais ce n'est pas grave. Hein. Alors, on passe donc. Bonjour, Monsieur Antoine. C'est Wardia. Oui, bonjour. Et mon binôme Marwa. Bonjour, Wardia. Bonjour. Bonjour, les filles. Donc, vous, corrigez-moi si je me trompe, vous voulez recycler l'huile de cuisson en biodiesel. Oui. C'est ça. Très bien. Comment est-ce que vous allez faire ça? Quelles sont les activités que vous allez mettre en place pour pouvoir produire, pour pouvoir collecter l'huile de cuisson usée, la transformer en biodiesel et la vendre? Donc, essayez de réfléchir en bullet points, OK? Oui. En commençant chaque bullet point par un verbe. Comment? C'est. Donc, quelle est la première chose que vous allez faire? C'est. Machine Connect. C'est ramasser les huiles de cuisson. OK. Collecter l'huile de cuisson. De chez qui? Et bien sûr. De chez qui vous allez les collecter? Des ménages, des entreprises, des restaurants? D'où est-ce que vous allez les collecter? Les restaurants et les fast-food et les cantines, comme ça, les ménagers. OK. Donc, premier point, collecter l'huile d'olive des cantines, Oui, bien sûr. Les restaurants. des fast-food, restaurants, etc. Oui. On va dire que pour le moment, vous allez vous concentrer sur les restaurants et non pas sur les ménages. Ou les deux? Les deux, monsieur, les deux. Les deux, OK. Et les ménages. Très bien. Oui. Donc, ça, c'est la première activité. OK? Maintenant, on va réfléchir aux sous-activités. Pour pouvoir collecter ces huiles d'olive et ces huiles, pardon, ces huiles de cuisson, pardon. Je ne sais pas pourquoi je dis huile d'olive depuis.
depuis ce matin. Donc, pour pouvoir collecter ces huiles de cuisson, est-ce que vous voulez décliner cette activité en plusieurs activités? Ça veut dire, est-ce que, Oui, bien sûr. comment vous la déclinez? Donnez-moi plus de détails sur comment est-ce que vous allez faire cette activité. Oui, bien Oui, sûr. on les collecte dans des sites. Je ne vous entends pas. Je ne vous entends pas. نجمعوهم من الاخر من اللي يسطروا بيان سور نتفاهموا معاهم نديروا شراكه معاهم ومن بعد كي نجمعوهم في لي سيتان عندنا دي ستوك اللي نجمعوهم عندنا دي ستوك ومن بعد نتريتوها. Monsieur Antoine, Oui. les étudiantes veulent ramasser les huiles usagées auprès des restaurants. Oui. Bien sûr, ce contrat signé entre les deux partenaires. Ah, donc, première chose, signer un contrat, n'est-ce pas? Oui, oui. La première sous-activité, c'est Voilà. signer un contrat Voilà. avec les restaurants. Ouais. Avec les restaurants et même foyer aussi. Hein. Voilà, restaurant, foyer, etc. Quel que Quoi soit d'autre? le client. Et par la suite, ils vont Ok, les la ramasser forme, dans oui. des citernes Uh-huh. et les ramener vers leur hangar ou bien leur atelier pour les entreposer dans des citernes aussi en inox. Ok. Comment est-ce que ces restaurants vont stocker les huiles d'olive, les huiles de cuisson usées? C'est à eux de voir. C'est à eux de voir. Ou est-ce que vous allez distribuer des récipients spéciaux pour cela? Je ne sais pas. Non, ils vont leur donner des jerrycans spécialement pour faire la collecte de ces huiles dans ces derniers-là. Très bien. Donc, pour la collecte des huiles d'olive, des huiles de cuisson, il faut que j'arrête de dire huile d'olive. Ah oui. J'ai faim. J'ai faim, en fait. C'est pour ça. Bon. Donc, il y a en fait quatre sous-activités. Première activité, signer un contrat avec les restaurants, les ménages, les fast-food. Deuxième sous-activité, distribuer des récipients, n'est-ce pas? Oui. Distribuer des récipients. Vous voyez, c'est des bullet points avec un verbe à chaque fois. Ça commence par un verbe. Signer un contrat. Distribuer les récipients. Collecter les récipients, les huiles d'olive, les huiles de cuisson, et puis les stocker déverser dans une grande citerne, dans un grand récipient, n'importe. Voilà. Dans une grande citerne. Vous voyez, j'ai 4 sous-activités. Donc, soit vous restez au niveau activité haut niveau en disant collecter l'huile de cuisson des cantines, fast-food, restaurants et ménages. Donc ça, c'est la grande activité. Vous pouvez rester à ce niveau si vous souhaitez, mais moi, je vous conseille de décliner un tout petit peu les activités. Essayez de décliner la grande activité en sous-activités. OK? Comme ça donne plus de clarté sur ce que vous allez faire. Donc, moi, je vous conseille, une fois que vous avez la grande activité, la décliner au moins un seul niveau de sous-activité. Très bien. Donc, maintenant, on a collecté les huiles de cuisson. Ils sont dans notre grande citerne. Quelle est la deuxième activité que vous allez faire? Donc, ils vont suivre le processus de traitement de ces huiles. Très bien. Selon ce que demande ce process-là. Donc, traiter les huiles. Concrètement. Donc, ça, c'est le titre, la grande activité. Si on veut décliner l'activité de traiter les huiles de cuisson et les transformer en biodiesel, ça serait quoi concrètement? Avec quoi? Donc, première étape, l'ajout d'un solvant, méthanol ou bien éthanol. Bien, Antoine? Pardon, je n'ai pas compris. Première étape, c'est quoi? L'ajout de méthanol ou bien d'éthanol, un solvant. OK, ajout de méthanol. Un solvant, d'une manière générale. OK. Deuxième chose, c'est l'agitation. Agitation, OK. Agiter le tout, OK. Quoi d'autre? Mais évidemment, on va…
L'ajout d'un catalyseur. Ajout d'un catalyseur, OK. Oui. On reste à ce niveau de détail. Peut-être que sous chacune de ces sous-activités, il y a beaucoup d'activités. Hein. Il y a beaucoup de Oui, sous-activités, mais on reste vraiment à ce niveau-là. Donc, ajout d'un solvant, agiter le tout, ajouter un catalyseur, et c'est bon. C'est ça? Il y a encore des choses à faire? Oui, pour le moment, normalement, on va ajouter de la soude pour la neutralisation. Et D'accord. aussi pour neutraliser ou bien Mais je n'entends pas bien, en fait. ils vont ajouter de la soude pour accélérer la- Non, j'entends pas, j'entends pas. Vous pouvez passer de l'autre côté du micro parce que de ce côté-là, je ne vous entends pas. Ah, d'accord. Et Là, comme là, je ça? vous entends. Oui, très bien. Ah, d'accord. Mais eux, ils ne vous entendent pas bien. Alors, Monsieur Ah. Antoine, ils vont ajouter de la soude caustique pour accélérer ou bien pour jouer le rôle d'un catalyseur, c'est-à-dire pour accélérer en quelque sorte la réaction. OK, très bien. Et donc, du coup, ça se transforme en biodiesel. C'est bon? C'est terminé? Le process est terminé? Oui. Hein? Et par la suite, il va y avoir c'est-à-dire un autre processus de décantation et de séparation des phases. Monsieur Antoine, OK. vous m'entendez? Ah, À peu près, à peu près. Ça coupe beaucoup, mais à peu près. J'arrive oui, à peu bon, près à comprendre. je répète. Donc, il s'agit d'un processus de décantation qui va permettre la séparation des phases. OK. OK, très bien. Donc, maintenant que j'ai traité les huiles, qu'est-ce que je fais? Quelle est l'activité d'après? L'analyse. OK. L'analyse Que... de. Hein? Analyse de quoi? L'analyse du produit fini. OK. Des Très deux bien. phases. Très bien, analyse du produit fini. Bon, je vais peut-être m'arrêter là, mais vous voyez l'idée. Donc, je décline, je décline, je décline. Qui est le biodiesel. Voilà. Donc, on va voir la qualité du biodiesel, etc. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je l'ai fait pour deux activités. Donc, une fois, on va dire qu'on a terminé la chose. Donc, maintenant, on a le biodiesel. Quelles sont les activités que vous allez encore faire pour pouvoir vendre ce biodiesel? Comment vous allez vendre ce biodiesel? Comment vous allez le vendre? Hein? Ils vont faire le conditionnement dans un récipient, faire par la suite Oui. une publicité sur le produit. Ouais. Et bien sûr, peut-être ils doivent commencer par la commercialisation porte-à-porte auprès des stations de service. OK, très bien. Donc, je reformule. Donc, l'activité est la vente du biodiesel. Ça, c'est une activité. Les sous-activités, c'est faire une campagne de publicité en ligne, par exemple, ou n'importe, faire une campagne de publicité pour ce biodiesel. Donc, ça, c'est une sous-activité. Deuxième sous-activité, le commercialiser porte à porte ou aux stations de service. Donc, ça, c'est une deuxième sous-activité. Bon. Et c'est comme ça, en fait, que je définis mes activités. Je liste mes 2, 3, 4, 5 activités principales et j'essaie de les décliner à un seul niveau en dessous pour avoir des titres, en fait, et puis des sous-activités. Chaque sous-activité et chaque activité doit commencer par un verbe, sinon ce n'est pas une activité. OK? Je vais prendre un autre exemple, vous n'en faites pas. Ça, c'est le premier. Je vais continuer l'exemple jusqu'à la fin et puis je reprends un autre exemple. Donc, une fois que j'ai listé mes activités et mes sous-activités, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je définis les ressources clés. Je définis les ressources clés pour chacune de mes sous-activités ou de mes activités. Exemple. Donc, on a dit, première activité, collecter l'huile de cuisson des cantines, fast-food, etc. Donc, première sous-activité, signer des contrats avec les restaurants. Quelles sont les ressources dont j'ai besoin pour signer un contrat avec le restaurant? Quand je parle de ressources, je parle principalement de 3 ou 4 types de ressources. Ressources humaines, premier type de ressources. Ressources matérielles,
Deuxième type de ressources. Ressources intellectuelles ou licences. Troisième type de ressources. Donc, pour signer un contrat avec les restaurants, est-ce que j'ai besoin de quel type de ressources humaines, matérielles ou intellectuelles, est-ce que j'ai besoin? Pour les ressources humaines, je pense qu'il suffit d'avoir un accord de principe avec le chef de restaurant. Oui, mais qui va m'aider à… J'ai besoin d'un contrat, n'est-ce pas? Est-ce que je peux le faire moi-même? Ou est-ce que j'ai peut-être besoin d'un conseil? Oui, les deux. Peut-être elle peut la faire soi-même ou bien elle a besoin d'un conseil. Voilà, j'ai peut-être besoin du conseil d'un avocat, peut-être. Oui, peut-être c'est ça. Voilà. Donc ça, c'est une ressource humaine, l'avocat. Donc j'ai besoin d'un avocat. Je ne dis pas que mon avocat va m'accompagner pour tout le process. Je dis pour cette sous-tâche, j'ai besoin d'un avocat. OK? Oui. Donc ça, c'est la ressource humaine dont j'ai besoin. Je n'ai peut-être pas besoin de ressources matérielles, si ce n'est une feuille de papier. Une feuille de papier et un stylo, ou sinon un ordinateur. Allez, un ordinateur, c'est réglé, et une imprimante. Et donc, une ressource intellectuelle. En termes de ressources intellectuelles, bon, je n'ai pas besoin de grand-chose. Donc, première ressource dont j'ai besoin, un avocat avec un ordinateur. Très bien. Deuxième sous-tâche, distribution des récipients. Donc là, je vais aller distribuer, on a dit, les récipients au restaurant, au ménage, etc. Quelles sont les ressources humaines, matérielles ou intellectuelles dont j'ai besoin? Est-ce que j'ai besoin de ressources humaines pour faire ça? Des transporteurs. Ben, oui, ou moi-même, en fait. Ou bien, Soit je dis… Voilà. Donc, si les récipients sont trop gros, sont énormes, ou si si dans ma tête, je vais commencer par exemple par 2000 restaurants, dans ce cas, j'ai peut-être besoin d'un camion pour transporter tous ces récipients, peut-être. certainement. Donc, ça sera une ressource matérielle. Si c'est moi-même qui vais les transporter dans ma voiture, ben, ça sera une voiture. Mais bon, je l'ai, mais ce n'est pas grave, il faut que je la note. Donc, j'ai besoin d'une voiture, par exemple, avec, on va dire, 500 récipients. Si au début, je veux juste attaquer 500 restaurants. Ah oui, c'est ça. D'accord? Ça, c'est des ressources matérielles. En termes de ressources humaines, soit j'ai besoin de quelqu'un pour me faire ce travail, soit je dis, bah, j'ai besoin de… allez, je peux mettre un ouvrier pour le faire, mais en fin de compte, je vais prendre le rôle de cet ouvrier en tant qu'entrepreneur parce que maintenant, je ne vais pas payer quelqu'un pour le faire, par exemple. Mais j'ai besoin de quelqu'un, un transporteur, pour faire ça. OK? Donc là, je liste tout cela dans les ressources clés. Troisième sous-activité, j'ai besoin de ramasser, de ramasser les huiles de cuisson dans ces citernes, dans des citernes. Donc là, j'ai besoin de quoi? D'une citerne. Ah oui, j'ai besoin d'une petite citerne, n'est-ce pas? Avec quelqu'un pour la conduire. Oui. Ah, voilà. Camion citerne. Hein? Un camion Pardon? citerne. Oui. Citerne. Voilà. Quatrième sous-activité, déverser tout cela dans un très grand récipient, une très grande citerne pour les stocker. Et donc là, j'ai besoin D'une citerne aussi. d'une très grande citerne. D'un bac de stockage ou bien Voilà. Mais j'ai peut-être aussi besoin, je ne sais pas, j'ai peut-être aussi besoin d'une pompe. Je ne sais pas. Ça dépend comment vous… bien sûr. Ouais. Voilà. Donc, si j'ai besoin… moi, je ne sais pas. Ça va être à Wardi et Marwa de définir ce dont elles ont besoin. Et c'est comme ça que je dois réfléchir. Si elles pensent qu'elles vont avoir besoin d'une pompe, il faut la rajouter. J'ai aussi besoin d'une pompe. Voilà, très bien. Donc là, je suis en train de lister toutes les ressources humaines, matérielles et intellectuelles dont j'ai besoin. Intellectuelles, c'est en général si j'ai besoin je ne sais pas, d'une licence spécifique pour pouvoir faire cela. Si j'ai besoin si c'est quelque chose de très… Oui, voilà. Dans la partie traitement des huiles de cuisson, j'ai peut-être avoir besoin d'une licence spéciale pour faire ça. Ça, c'est une ressource intellectuelle. Un chimiste. Voilà. Donc, passons à la deuxième activité.
traitement des huiles de cuisson pour les transformer en biodiesel. Donc, vous m'avez dit, première chose, on va ajouter un solvant. Donc, j'ai besoin de un solvant. D'un solvant, oui. Voilà. Donc, j'ai besoin de solvant. Ça, c'est une ressource matérielle. J'ai peut-être aussi besoin d'un chimiste pour pouvoir faire cela. Très bien. Donc, ça fait un chimiste, ressources humaines, un solvant, ressources matérielles, du solvant, ressources matérielles. Je n'ai pas encore parlé de quantité. Je dis du solvant, c'est tout. J'ai besoin de solvant. On va parler des quantités un peu plus tard. Mhm. On doit agiter le tout. Donc, ça, c'est la deuxième sous-activité. Donc, j'ai peut-être besoin d'un agitateur, Agitateur. voilà, un agitateur électrique ou je ne sais pas quel type d'agitateur vous Mhm. allez utiliser. Mais vous Ouais. voyez, je suis en train de lister mes ressources. Je dois ajouter un catalyseur, hop, ressources, on a besoin de catalyseur, etc. On doit à la fin faire, je ne sais pas, vérifier la qualité de ce biodiesel. Il y a peut-être aussi des choses à utiliser. Enfin, donc, une autre activité, donc si je prends une autre activité, l'activité de vente. Pour vendre le biodiesel, on a dit j'ai une activité qui s'appelle vendre ce biodiesel. Et sous cette activité, on a déjà défini deux sous-activités. Première sous-activité, faire de la publicité pour ce biodiesel. Donc, pour faire de la publicité pour ce biodiesel, je vais avoir besoin de quoi? Si Wardia et Marwa pensent qu'elles vont faire leur publicité en ligne sur Instagram, Facebook et Twitter, peut-être qu'elles vont dire je vais avoir besoin d'un graphiste pour faire la publicité, quelqu'un qui me fasse un peu une affiche un peu sympa. Et je vais avoir besoin peut-être d'un expert en réseaux sociaux pour faire cette publicité. Oui. Si elle pense faire cette publicité de porte à porte, donc en allant discuter avec les acheteurs, donc personnellement, et leur montrer le biodiesel. Donc là, elles vont peut-être avoir besoin d'une brochure qui explique les caractéristiques de ce biodiesel, n'est-ce pas? Donc, la brochure, ça va être une ressource matérielle. Quelqu'un pour préparer cette brochure, un graphiste par exemple, ça va être une ressource humaine. N'est-ce pas? Oui, oui. Etc. Donc, selon comment Marwa et Wardia conçoivent la chose, conçoivent ce projet, elles vont avoir des besoins différents. Des besoins de ressources différentes. Et ces ressources sont définies à partir des activités et des sous-activités que je viens de définir. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Vous avez des questions? Des questions sur l'exemple? Non. Donc, on prend un autre exemple? On prend un autre? Oui. Choisissez. Un Alors, autre c'est à vous de binôme? choisir. Ceux qui ont envie de passer. Allez. Si quelqu'un a envie on détaille un peu son cas. Qui veulent passer? Personne? Il y a une étudiante qui a validé. Allez-y, 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 allez-y. Bonjour, je m'appelle Rania Berkat. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour, Ania. Donc, mon idée, c'est de produire un nouveau carburant pur à partir des algues. Ouf, carburant. Alors, je note juste pour moi, à partir des algues. OK. Pour éviter d'utiliser le plastique. Les plastiques? Carburant? Oui. Oui. Genre, je vais produire un carburant pur pour éviter d'utiliser le plastique à partir des algues. OK, très bien. Et intellectuel. OK. Alors, est-ce que vous pouvez lister les activités que vous allez faire pour pouvoir produire ce carburant à partir des algues et le commercialiser? Oui.
pour produire un carburant pur à partir des algues, j'ai besoin de l'eau usée de la ville et du soleil, c'est tout. D'accord. Est-ce que vous pouvez détailler comment vous allez vous prendre? Vous arrivez avec de l'eau usée. Comment ça se fait? Enfin, racontez-nous un peu D'accord, votre idée. d'accord, je vais vous Essayez de expliquer. lister les activités. Comment vous commencez? Voilà. Donc, je vais ramener l'eau de la ville et j'ai besoin aussi des bassins transparents pour, pour que le soleil puisse pénétrer les bassins. Et j'ai besoin voilà, de l'eau usée du soleil. Et après, je vais avoir des micro-algues. Et à partir de ces micro-algues, 2 ou 3 jours, ils vont dégager un gaz. D'accord. Donc, à partir de ce gaz, on va le purifier et on va avoir un carburant pur. On peut l'utiliser. OK. Très bien. C'est clair. Première activité. Quelle est la première activité que vous allez faire? Donc, la première activité, c'est de choisir des partenaires avec qui je vais travailler. Donc, ça va être la première activité, c'est la même chose que les autres. Donc, c'est signer contrat avec des partenaires. Alors, choisir des partenaires avec qui vous allez travailler. Donc, première sous-activité, signer des contrats. Alors, est-ce que vous les avez déjà identifiés, ceux-là? Je n'ai pas encore identifié, non. La première activité peut être identifier les partenaires. Faire une liste de ces partenaires. Ça peut être une sous-activité, n'est-ce pas? Parce qu'eux, ils savent déjà à peu près avec qui ils veulent travailler. Ils veulent travailler avec les restaurants. Vous, c'est peut-être un peu plus flou. Donc, peut-être que la première sous-activité, c'est dresser une liste, n'est-ce pas, des partenaires potentiels. N'est-ce pas? Désolée, je ne vous ai pas écouté. Ah, pardon. Donc, je disais, la première activité, c'est peut-être dresser une liste des partenaires potentiels. Oui. Deuxième activité, signer un contrat avec ceux-là. Oui. OK. Quoi d'autre après? Après, on va passer Donc à maintenant, une vous avez choisi les partenaires. Prochaine étape? Donc, la prochaine étape, c'est ramener l'eau usée. Alors, ramener l'eau usée. Voilà. Sous-activité. Qu'est-ce que vous avez en dessous de cela? En dessous de ça, c'est l'exposer au soleil. Non, avant, comment est-ce que vous allez ramener l'eau? Comment est-ce que vous allez ramener l'eau? Ah, d'accord. Donc, je vais voir avec l'ONA. C'est quoi, l'ONA? Ah, donc, c'est l'Office national d'assainissement. D'accord. Pour ramener l'eau de la ville. D'accord. Qui fait partie des partenaires ou pas? Oui. Ah, d'accord. Et donc, vous allez voir l'ONA. Comment est-ce que l'ONA va vous donner cette eau? Je vais signer avec lui un contrat. D'accord. Et comment concrètement ils vont vous donner cette eau? Vous allez aller la récupérer? Est-ce qu'ils vont faire des installations? Comment ça se passe? Oui, des installations, des tuyaux et tout. Voilà. Donc j'ai besoin des ressources matérielles. Donc, la première sous-activité, corrigez-moi si je me trompe, Lania. Donc, la première sous-activité, c'est de construire les installations, n'est-ce pas? Oui. Les installations pour récupérer l'eau. Oui. Pour récupérer l'eau usée. OK, très bien. Quoi d'autre? Donc, maintenant que vous avez récupéré l'eau usée, vous m'avez dit, la stocker quelque part. Oui. Donc, la stocker dans des bassins. Deuxième sous-activité, la stocker dans des bassins. Très bien. Troisième sous-activité. Après. Ensuite, c'est l'exposition au soleil. Alors, là, je vais passer à une troisième activité. Donc là, parce que la deuxième activité dans laquelle je suis là, c'est ramener l'eau usée. Donc, une fois qu'elle est arrivée dans les bassins, on termine cette activité. On l'a ramenée. Troisième activité, c'est transformer, produire du carburant. Oui. N'est-ce pas? Donc, ça, c'est produire du carburant. Comment faire ça? Donc, on va dire première sous-activité, exposer l'eau au soleil pendant X jours. OK, quoi d'autre?
Ensuite, la quatrième étape, c'est la purification du carburant. Et comment OK. Donc, à partir des bassins, on a besoin des tuyaux pour, par exemple, les emmener dans une boule. Et à partir de cette boule, on aura le gaz dégagé. Donc, c'est ici, ça se passe l'étape de purification. OK. Donc, ramener dans des tuyaux, enfin dans une boule, n'importe. Donc, ramener dans une boule et puis récupérer Le gaz le dégagé. gaz dégagé. OK. Voilà, c'est le carburant. Et après? Après la purification, donc, on va avoir des tests et à partir de ces tests, on va avoir le carburant pur Donc, qui est prêt effectuer. à Très bien. utiliser. Alors, effectuer des tests, n'importe, des tests, OK. Je ne vais pas détailler parce que je ne connais pas techniquement comment ça se passe. Donc, effectuer des tests, très bien. Là, on a terminé donc la production du carburant. Maintenant, où est-ce que vous allez le stocker, ce carburant? Dans des citernes sous pression. Donc, vous avez une activité qui est stocker le carburant, n'est-ce pas, dans des citernes sous pression, n'est-ce pas? Oui. OK. Maintenant qu'il est dans des citernes sous pression, qu'est-ce que vous allez en faire? Donc, maintenant, je commence à chercher. Bon, déjà, normalement, ça se passe dans la première étape, c'est quand je cherche des partenaires OK. qui vont m'aider à le distribuer, ou bien on va voir avec le ministre de l'énergie renouvelable, parce OK. que mon projet déjà préserve le pétrole. J'entends bien. Donc, soit vous détaillez cela dans la première activité, soit vous le mettez là. Oui. Vous mettez une activité du type vendre le produit fini, le carburant. OK? Et là, vous définissez aussi des sous-activités du type, je ne sais pas, produire les brochures, distribuer le carburant dans des tuyaux, etc. Je ne sais pas comment vous allez faire ça. D'accord. OK? Et donc là, vous avez donc votre liste d'activités avec votre liste de sous-activités. Pour chaque sous-activité, on revient à la même logique. Quelles sont les ressources dont vous avez besoin? Et quand je parle de ressources, je parle de ressources humaines, matérielles et intellectuelles. Donc, prenons la première activité et la première sous-activité. Donc, première activité, choisir les partenaires avec qui je vais travailler. Voilà. Et donc, première sous-activité, dresser une liste. C'est des ressources humaines. Oui, ça dépend. Il faut travailler chacune des sous-activités à part pour avoir la liste des ressources. Je prends la première. Dresser une liste avec les partenaires potentiels. Est-ce que vous avez besoin de quelque chose pour faire ça? Oui, peut-être ressources humaines. Et ce sera qui, par exemple? Quel profil? Avocat pour négocier. Peut-être. Ou peut-être quelqu'un. Enfin, vous avez besoin d'un ordinateur pour chercher, trouver les partenaires potentiels. Vous allez peut-être avoir besoin d'un avocat pour l'étape d'après, pour signer un contrat avec les. Voilà, ce sera une ressource pour l'étape d'après. Très bien. Récupérer l'eau usée. Donc, vous m'avez dit là, vous allez, sous activité, construire les installations pour récupérer l'eau usée. Quelles sont les ressources dont on a besoin? Matérielles, humaines et intellectuelles. On a besoin de ressources humaines et matérielles parce que humaines pour faire une partenariat avec, par exemple, l'Office national d'assainissement pour récupérer les eaux usées. Et j'ai besoin aussi de ressources matérielles pour des tuyaux et tout pour récupérer l'eau. Et qui va installer les tuyaux? C'est l'Office national d'assainissement. Donc, c'est eux qui vont le faire. Vous n'allez pas le faire. Oui. OK. Donc, vous pouvez ne pas mettre. OK. Vous pouvez dans ce cas mettre. Donc, j'ai besoin des tuyaux et je ne sais pas, des ouvriers pour faire cela, mais vous mettez entre parenthèses, ils seront assurés par l'ONA, l'Office national. Voilà. Donc, donc, en fait, vous n'avez pas besoin de ces ressources matérielles et humaines parce que c'est le partenaire qui va les fournir. Mais bon, vous pouvez le mentionner si vous voulez, mais en précisant que ce n'est pas vous qui le faites. D'accord. Après, sous-activité, donc, vous allez stocker ces eaux dans des bassins.
Vous avez besoin de quoi pour stocker les eaux dans ces bassins? Des ressources matérielles. Comme quoi? C'est quoi? Il faut les définir. Ah, Hein. d'accord. Il Donc, faut dire matériel quelles pour sont les ressources les à chaque fois. bassins et les tuyaux. Donc, vous avez besoin de bassins et de tuyaux. Oui. Il faut les Et lister. j'ai besoin aussi de ressources humaines parce que je dois ramener quelqu'un qui s'occupe de ça. Peut-être. D'accord. Je ne sais pas, un chimiste, un ouvrier, un quoi? Ça doit être quel profil? Si ça va être automatique, donc j'ai besoin d'un informaticien ou de chimiste aussi. OK, bah vous mettez ça. Besoin Informaticien. d'un chimiste, d'un informaticien, par exemple, et de bassins et de tuyaux. Pourquoi il faut les lister? Parce qu'après, on va mettre le prix de tout cela. Combien est-ce que Ah cela oui, va coûter? Donc, si vous ne les définissez pas ici, après, votre structure de coût va être fausse. Donc, ça, c'est un commentaire très important. C'est pour ça qu'on liste les ressources. Donc, vous ne dites pas seulement j'ai besoin de ressources humaines. Non, il faut lister. J'ai besoin d'un informaticien, d'un chimiste, de bassins et de tuyaux. Et après, quand on va mettre les prix, on va dire l'informaticien va me coûter $500, le chimiste va me coûter $600, les bassins vont me coûter $2000, etc., etc. OK. Troisième activité, c'est la production du carburant. Donc là, exposition de l'eau au soleil, on n'aurait peut-être pas besoin de rien. On n'a pas besoin de ressources, on l'expose au soleil, c'est simple. Pour purifier le carburant, donc vous allez le ramener dans une boule. Donc là, vous avez peut-être besoin de la boule, je ne sais pas, et d'un ouvrier pour faire le travail. Et puis, pour récupérer le gaz dégagé, je ne sais pas comment vous allez faire ça, mais vous allez avoir probablement besoin de matériel. oui. Je ne sais pas c'est quoi, vous allez les lister. Je ne sais pas ce que c'est. OK? Oui. Voilà, donc c'est à peu près ça. Je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde. Ce que c'est clair, il faut vraiment lister les ressources dont vous avez besoin. Parce qu'après, on va mettre un prix, on va associer un prix à chacune de ces ressources. OK? C'est clair pour tout le monde? Oui. C'est bon pour tout le monde? Vous avez des questions ou je passe à la partie suivante? C'est clair. C'est bon? Super. Donc, sur ce slide, vous avez ce que je viens de vous raconter, mais de rien. Donc, à gauche, vous avez des exemples d'activités, donc des activités de résolution de problèmes, de production, de vente, de gestion de chaîne d'approvisionnement. Réfléchissez à tout ça. Et en termes de ressources, réfléchissez au capital humain, donc les ressources humaines. Quel capital humain est-ce que ressources humaines est-ce que vous avez besoin pour pouvoir produire et vendre vos produits et services? Quel est le capital physique ou matériel? Et quel est le capital intellectuel et numérique? Parce que parfois aussi, vous avez besoin d'une certaine licence pour pouvoir exercer. Vous avez besoin il y a certaines idées qui sont protégées, donc il faut acheter cette propriété intellectuelle. OK? Donc ça, c'est plutôt des ressources, des ressources intellectuelles. OK? Et donc, une fois que vous avez fait ça, vous allez donc dans votre modèle d'affaires vert et vous listez dans ce rectangle-là les activités, on en a parlé, donc les activités avec les sous-activités, un seul niveau de sous-activité, pas besoin de plus que ça. Et puis, en dessous, vous mettez les ressources intellectuelles, humaines et matérielles nécessaires pour mettre en place ces activités. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que je peux passer à la partie suivante? Bonjour, Antoine. Oui, bonjour. Comment vous allez? Très bien, et vous? Ça va? Alors, je ne vous entends pas bien. Je vous entends pas bien, monsieur. Est-ce que vous pouvez juste passer à gauche? Oui, très bien. Ouais. Là, je vous entends. M'entendez? Oui, là, je vous Très bien, entends. donc, très bien, donc ça se passe bien, donc tout le monde, ils ont compris.
Et pas plus Ok. sûr, donc. OK. Super. Et donc, comme d'habitude, hein, le défi consiste à maximiser la valeur pour les clients, les parties prenantes et les écosystèmes naturels, tout en minimisant les coûts économiques, sociaux et environnementaux. Et c'est le défi de tout entrepreneur vert. Il faut produire et vendre un produit, un service de qualité et que tout le monde soit satisfait, mais en même temps, il faut que ce soit économiquement viable, il faut que ce soit socialement correct et il faut que l'impact environnemental soit minimal ou positif à la limite. D'où l'importance de ce qu'on appelle l'éco-conception. Alors, il est quelle heure? Est-ce que, juste avant de démarrer cette partie, est-ce que M. Lohab est dans la salle? Non, on n'est pas dans la salle. D'accord. Bon, je vais peut-être prendre un peu plus de temps que prévu. Si M. Lohab n'est pas là, je vais peut-être prendre… Parce qu'on a commencé un peu en retard. Vous pouvez prendre du temps, non? OK, Prenez pas de votre temps. souci. OK, parce que je prends 10 minutes de plus peut-être. Parce que je n'ai pas envie de commencer cette partie et puis la fin. Voilà. Donc là, Rania et Wardia et Marwa ont défini leur activité, les ressources dont elles ont besoin, c'est très bien. Mais elles n'ont pas réfléchi à ce que j'ai eu dans le slide précédent. Donc, elles n'ont pas réfléchi à comment optimiser les coûts économiques, sociaux et environnementaux en même temps, ce qui est quelque chose de très compliqué. Donc, par exemple, Rania m'a dit, oui, on va installer des tuyaux pour récupérer les eaux usées. Est-ce qu'on a réfléchi à l'impact environnemental de ces tuyaux? Est-ce qu'on a réfléchi au coût économique de ces tuyaux? Quand Waldia et Marwa me disent, en fait, on va acheter une citerne ou n'importe pour collecter les huiles de cuisson que les restaurants ou que les ménages ont déjà dans leur récipient. Est-ce que Waldia et Marwa ont réfléchi à combien est-ce que cela va coûter et est-ce que le modèle est économiquement viable dans ce cas? Et quel est l'impact environnemental de cette citerne qui va passer sa journée dans les rues en train de collecter de l'huile? Donc, il y a peut-être quelque chose à faire. Sans cette citerne, peut-être que le modèle n'est pas économiquement viable. Le projet n'est pas viable peut-être sans cette citerne. Peut-être, d'accord? Mais il faut vraiment réfléchir aux aspects économiques, sociaux et environnementaux en parallèle. Donc, maintenant qu'on a listé ces activités et les ressources dont on a besoin, on va les retravailler, mais avec un angle d'éco-conception pour essayer d'optimiser donc l'impact environnemental et en parallèle peut-être environnemental et social et peut-être en parallèle l'impact économique. On va travailler plus en détail l'impact économique un peu plus tard dans ce cours. OK, mais là, c'est plus l'éco-conception, donc l'impact écologique et social. Donc, question. À votre avis, laquelle de ces deux options est la plus écologique? Une bouteille en plastique ou une bouteille en verre pour vendre de l'eau minérale? Vous pouvez lever vos mains si vous voulez. Qui pense que la bouteille en plastique est plus écologique que la bouteille en verre? Qui pense que… Donc, personne? Personne? Je ne vois pas bien la salle, donc je ne sais pas si quelqu'un peut m'aider. Excusez-moi, est-ce que quelqu'un… Il y a combien de mains levées? Il y a combien de mains levées? Oui, 0? Non, 0, oui. 0. OK. Qui pense que la bouteille en verre pour vendre de l'eau est plus écologique que la bouteille en plastique?
Vous pouvez lever les mains. Combien? En vert, il y a combien? Allez. Il y a, oui. On peut dire une dizaine. Et les autres? Et les autres? Il dit ça dépend de l'utilisation. Ça dépend de l'utilisation. Ce que, Pour certains. oh, Pour certains. on va commencer par ceux qui pensent que la bouteille en verre est plus écologique que la bouteille en plastique. Pourquoi est-ce que vous pensez que la bouteille en verre est plus écologique que la bouteille en plastique? Donc, il vient de poser la question. C'est bon. Il vous dit pourquoi la bouteille en verre. Donc, ils disent qu'elle est réutilisable. Elle est réutilisable. Réutilisable. OK. Quoi d'autre? D'autres idées? D'autres idées aussi? D'autres idées? Déchets. Ah oui, très bien. Il y a aussi l'impact sur la santé humaine. OK. Surtout pour les phénomènes de migration, le verre est plus propre, donc plus hygiénique, plus OK. point de vue santé aussi. OK. Très bien. Donc, ils disent aussi que la bouteille en plastique a une durée de vie limitée. Donc, à chaque OK. fois, Donc, durée de vie plus longue pour la bouteille en verre. on va tout à fait. OK. D'autres idées? Très bien. Pour ceux qui disent que la bouteille en verre est plus écologique. Pardon, ils disent aussi que l'utilisation de la bouteille en plastique, c'est une utilisation aussi unique. Utilisation, fois, oui. Donc, durée de vie plus longue et utilisation donc, multiple. tout à fait. Tout à fait. Donc, c'est ce que vous avez dit au début, réutilisable. Réutilisable. OK. C'est bon, il y a d'autres idées ou on passe aux autres qui ont dit ça dépend? Donc, ils disent aussi que les bouteilles en plastique, généralement, utilisent le PET, qui peut être difficilement recyclable. Bien que les dernières années, ça commence, mais en général, il est peu recyclable. Peut-être difficilement recyclable, effectivement. Difficilement, oui. C'est bon? OK. Très bien. Ils disent aussi, donc, le plastique, consommation de matières premières, donc pour les pétroliers, aussi, donc ça touche à l'environnement, donc préservation des ressources naturelles. OK. Matière première Matières premières à base de pétrole. à base de pétrole. OK. Ok, D'autres non, idées? c'est bon. D'autres C'est idées? bon? Oui, c'est Raj. Pardon. Hein? Très bien. Ils disent aussi que donc, le verre est à base de sable. Ouais. Donc, c'est une ressource qui est donc, disponible. Voilà, OK. Donc, c'est la matière première qui est plus... Surtout en Algérie, donc on a le Sahara. Donc. J'imagine, oui. Ah, très bien. C'est bon? Normalement, c'est bon. Ah. C'est bon. OK. Pour les autres, pour ceux qui disent ça dépend, pourquoi ça dépend? Ça dépend de quoi? Ça dépend de l'utilisation aussi de la bouteille en verre. Ça se pourrait aussi, donc, de certains cas, l'utilisation de la bouteille en verre, une fois, après, elle n'est plus utilisée. Donc, ça peut poser aussi un problème. Parfois, la bouteille en verre n'est plus utilisée. Elle est utilisée peut-être courte durée. Donc. Oui, OK. Oui. Quoi d'autre? Certains disent aussi que le verre est ininflammable aussi, donc par rapport à la sécurité aussi. Le verre est inflammable, c'est ça? Ah, oui. Ah, très bien. Très bien. Donc, une fois qu'il est déchet. Donc, une fois qu'il est déchet, le verre, donc les conséquences du verre, donc possibilité, il y a donc de feux de forêt ou de feu du verre. Effectivement, possibilité de feu de forêt, oui. Feu de forêt, tout à fait. D'autres idées? D'autres idées, oui. Est-ce qu'il y a d'autres idées? Donc, c'est aussi
Mon idée, donc il y a la possibilité pour les plastiques, les phénomènes de contamination contenu. Donc, point de vue santé aussi, le verre est le meilleur. Point de vue de raison comme Côté santé, alimentaire aussi. Ok, très bien. Bon. Tout ça, ce sont de très bonnes idées. Tout ça, ce sont de très bonnes idées. Mais comme vous voyez, la comparaison n'est pas simple. N'est pas simple. Je suis d'accord, le verre peut être réutilisable, mais est-ce qu'il l'est vraiment? Est-ce que vraiment, à chaque fois qu'on achète une bouteille en verre, est-ce que le client qui achète une bouteille en verre réutilise cette bouteille? Je ne sais pas. Ça dépend des contextes. Dans certains pays, dans certaines régions, c'est un oui. Dans d'autres régions, c'est un non. Ça dépend aussi de la taille de la bouteille. Ça dépend de la forme de la bouteille. Si peut-être la bouteille est belle, peut-être que les gens auront tendance à l'utiliser. Si elle est très design, hein, peut-être que les gens auront tendance à l'utiliser. Si elle n'est pas design et elle est difficile, et si le goulon est trop fin, on va avoir beaucoup de difficultés. Enfin, l'utilisateur final va avoir peut-être de la difficulté à la ré-remplir et donc ne va plus l'utiliser. Et qu'est-ce qui se produit quand on ne l'utilise plus? Elle se transforme en déchet et elle va, et comme vous l'avez dit, au risque de créer des feux de forêt ou autres. OK? L'impact sur la santé, on est à peu près d'accord. Effectivement, le verre, en général, a un impact plus positif sur la santé. Enfin, le plastique est un peu plus dangereux que sur la santé en général. Ça dépend du cas, mais ça dépend vraiment du cas. S'il est bien stocké, s'il est distribué très rapidement et consommé très rapidement, la question est plus large. Donc, ça dépend de beaucoup de facteurs. Vous ne m'avez pas parlé de production, j'ai été surpris. La production d'une bouteille de plastique est très peu consommatrice en énergie. Très peu. Une bouteille en plastique. Si je compare la production d'une bouteille en plastique à la production d'une bouteille en verre, le verre demande beaucoup plus d'énergie, de chauffage. Et donc, côté production, peut-être que le verre est beaucoup plus consommateur en énergie que le plastique. Donc, ça dépend vraiment. C'est une question très large, même si à première vue, on a tous tendance à dire, oui, c'est la bouteille de verre qui est plus écologique. Mais ça dépend vraiment. Il n'y a pas de réponse. Ça dépend du contexte, ça dépend de l'utilisateur final, ça dépend de comment je suis en train de produire. Ça dépend si en produisant, est-ce que je récupère le plastique, que je le recycle pour produire mes bouteilles en plastique ou est-ce qu'à chaque fois, j'utilise des matières premières vierges? Ça dépend si je suis en train de collecter les bouteilles cassées ou les déchets de verre pour produire mes bouteilles en verre ou si à chaque fois, je récupère de la matière vierge. Ça dépend de comment est-ce que je produis. Ça dépend de comment est-ce que je distribue. Vous savez, la bouteille en verre est beaucoup plus lourde qu'une bouteille en plastique. Donc, côté transport, si je transporte 1000 bouteilles en verre, je vais effectivement consommer beaucoup plus de CO2 dans mon camion que pour transporter 1000 bouteilles en plastique. Donc, ça dépend. Il y a plein de facteurs qui vont tout changer. Dont l'utilisation de mon utilisateur que je ne contrôle pas si je suis en train de vendre de l'eau. Parce que moi, je ne contrôle pas si mon utilisateur va réutiliser ma bouteille pour faire quelque chose ou pas. C'est quelque chose que je ne contrôle pas. Je peux peut-être l'aider, le pousser vers une certaine réutilisation, mais je ne peux pas la garantir. Alors que je peux garantir, par exemple, que ma machine est en train de consommer X pétrole ou en train de produire X CO2. C'est quelque chose que je peux peut-être contrôler, mais il y a une partie que je ne contrôle pas du tout. C'est ce dont mon utilisateur fait de mon produit. Comment est-ce qu'il l'utilise, etc. Donc, c'est une question très difficile. C'est une question très, très difficile. Il ne faut pas juste avoir une réponse rapide. Il faut vraiment étudier tout le cycle de vie de mon produit et mon service. D'où l'importance de l'éco-conception. Et l'éco-conception, c'est quoi? Vous m'entendez bien? Vous m'entendez bien? C'est bon? On vous entend bien.
Super. Et l'éco-conception, c'est quoi? L'éco-conception consiste à prendre en compte et évaluer dès la conception, donc avant de lancer mon produit, avant de commercialiser mon produit, avant de produire mon produit, donc à ce stade, au stade où vous êtes actuellement, l'impact potentiel de mon produit et de mon service sur l'environnement, ok, et essayer de réduire cet impact sur l'environnement, sans évidemment devoir supprimer des fonctionnalités très importantes de mon produit qui le rendent invendable. Donc, sans avoir un effet négatif sur la qualité de mon produit ou l'utilisation de mon produit. Si par exemple, je vais produire du biodiesel et que mon biodiesel n'est pas utilisable, ça ne sert à rien. Ça ne sert strictement à rien. OK? Donc, il faut vraiment que mon produit reste utilisable, qu'il garde les qualités que je veux lui donner. Okay? Mais il faut que je réfléchisse à réduire cet impact écologique tout au long du cycle de vie. En commençant par donc, les matériaux et ressources. Excusez-moi, je vais prendre 5-10 minutes supplémentaires. Je sais que c'est la pause, mais je vais prendre 5-10 minutes supplémentaires le temps que M. Lohab arrive. Pardon. Oui. Vous pouvez prendre votre temps. OK. Vous pouvez gérer comme vous voulez. Donc, c'est bon, parce que là, c'est bon. Très bien. C'est une partie importante, c'est pour ça que je veux juste introduire et on la développe avec M. Lohab et dans mon prochain cours. Mais je veux vraiment l'introduire, il faut vraiment que vous compreniez cette partie-là. Donc, je commence par les matériaux et ressources. Vous voyez le schéma à gauche de mon slide. Donc, si je prends la bouteille, je dis quel matériaux et ressources est-ce que je suis en train d'utiliser? Si je produis du plastique, par exemple, si je vais produire des bouteilles en plastique, je vais vendre dans des bouteilles en plastique. OK, comment est-ce que je récupère mon plastique? Quel plastique est-ce que je suis en train d'utiliser? Deuxième chose, production. Lors de ma production, quels sont les procédés? Quels sont mes procédés de production? Quelle machine est-ce que je suis en train d'utiliser pour produire mes bouteilles? Est-ce que je peux faire quelque chose pour que ma production soit plus écologique? Par exemple, je donne un exemple pour la production de mes bouteilles en plastique. Qu'est-ce que je fais des déchets de production? Vous savez, quand je produis ma bouteille en plastique, je vais avoir quelques déchets de plastique. Qu'est-ce que je suis en train d'en faire de ces déchets? C'est une question très simple. Lors de la production, est-ce que mes machines produisent beaucoup de CO2? Est-ce que je peux diminuer la consommation de CO2? Quelle énergie est-ce que je suis en train d'utiliser pour ma production? De l'énergie solaire, de l'énergie propre, ou est-ce que je suis en train d'utiliser de l'énergie fossile? C'est des choses sur lesquelles que je peux impacter et qui peuvent rendre ma production beaucoup plus propre. Troisième chose, conditionnement et distribution. Comment est-ce que je suis en train de conditionner mes bouteilles en plastique par pack de 6, par exemple? Quelle matière est-ce que je suis en train d'utiliser? Et comment est-ce que je suis en train de les distribuer? En utilisant des camions très pollueurs, en utilisant des camions pas pollueurs, etc., etc. Quatrième chose, utilisation et maintenance. Donc ça, c'est la partie que je contrôle moins. Comment mon acheteur, mon utilisateur est en train d'utiliser mon produit. Donc ça, c'est dans le cas d'une bouteille en plastique. OK, il est en train de boire, d'utiliser ma bouteille en plastique, il n'y a pas grand-chose à faire. Mais peut-être que pour d'autres types de produits, je peux impacter la façon dont mon utilisateur utilise mon produit. Par exemple, si je suis en train de vendre du biodiesel, OK, je vais peut-être former mon utilisateur, faire une petite formation à mon utilisateur sur comment utiliser mon biodiesel de la façon la plus écologique possible, en faisant le minimum de déchets, en produisant le minimum de CO2 lors de l'utilisation de mon biodiesel, en optimisant l'énergie utilisée pour, je ne sais pas, utiliser mon biodiesel, etc., etc. Et enfin, la gestion de la fin de vie qu'on oublie énormément quand on est entrepreneur, c'est quelque chose une fois que mon utilisateur,
n'a plus besoin de ma bouteille, qu'est-ce qu'il en fait? Est-ce que je suis en train de lui proposer des solutions pour retransformer cette fin de vie de mon produit en ressources et matériaux pour un autre produit? Et j'aurais fermé le cercle. Par exemple, si je vends des bouteilles en plastique, des bouteilles d'eau en fait en plastique, je peux peut-être faire un partenariat avec une ONG qui collecte les bouteilles en plastique et les transforme en matière première pour bouteilles en plastique. Je ne dis pas que je vais collecter moi-même les bouteilles en plastique. C'est peut-être une activité très complexe pour moi. Mais ce que je dis, c'est est-ce que j'offre une solution pour la gestion de la fin de vie? Si je vends des bouteilles en verre, je vais peut-être designer mes bouteilles d'une certaine façon dès le début pour qu'elles soient réutilisables en vase à fleurs. Et comme ça, j'aurais poussé mon utilisateur à réutiliser ma bouteille en verre au lieu qu'il la jette. Je vais peut-être faire des vidéos sur YouTube pour montrer à mon utilisateur comment transformer ma bouteille en plastique en pot à plante, une fois qu'il a terminé l'utilisation de ma bouteille en plastique, en pot très design. Pour faire cela, je vais peut-être faire un partenariat avec un artiste qui fait des choses très sympas avec les bouteilles en plastique et qui va aider mon utilisateur à gérer la fin de vie de mon produit. OK? Donc, vous voyez, quand je fais de l'éco-conception, dès le début, dès maintenant, avant de lancer mon produit, je réfléchis à toutes ces étapes. Parce que chacune de ces étapes impacte mes coûts, impacte mes activités, impacte ma façon de faire, mes partenariats, elle va impacter beaucoup de choses. Si je prends d'autres idées, moi j'avais par exemple Rumaisa et Hanan qui voulaient collecter les déchets de verre pour recyclage. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elles vont faire de ces déchets de verre. Peut-être si, elle m'avait dit la dernière fois, si je ne me trompe pas, c'était du verre pour industrie. N'est-ce pas? Du verre industriel. Quelque chose de ce genre. Pour la gestion de fin de vie, il faut qu'elles réfléchissent à comment elles vont faire pour récupérer ce verre une fois que mon utilisateur n'en a plus besoin. Pour le retransformer en déchets de verre qu'elles pourront reproduire, etc., etc. Qu'elles pourront revendre aux industriels, etc., etc. Donc, c'est ça l'éco-conception. Réfléchir à tout mon cercle, à tout mon cycle de vie dès le début pour optimiser dès le début. OK? Donc, voilà. On réfléchit à tout ce cercle. Classiquement, l'éco-conception, je ne sais pas, vous avez des questions ou est-ce que je continue? Vous pouvez continuer. C'est bon? Alors, traditionnellement, l'éco-conception est appliquée à un produit et non pas à un service. OK? Mais par contre, on est en train de l'utiliser de plus en plus pour les services. Donc, on va voir un peu les deux dans ce cours. Mais effectivement, elle est plus utilisée dans le cas d'un produit si je suis en train de produire un produit plutôt qu'un service. OK? Mais on va voir les deux. Parce que maintenant, on commence à faire les deux. On commence à appliquer l'éco-conception pour les produits et pour les services. Évidemment, pour le service, c'est beaucoup plus light, c'est beaucoup plus léger, parce que quand je produis, j'ai de la production. Donc, effectivement, j'ai des machines, j'ai des matières premières, c'est beaucoup plus lourd. Quand je vends un service, en général, j'ai moins de matière. Okay. Pourquoi l'éco-conception est importante? Plusieurs raisons. Première chose, elle nous permet de garder de l'avance sur les politiques et réglementations. Vous savez, il y a de plus en plus de réglementations pour protéger notre planète. Et quand on est en avance par rapport à ces politiques et réglementations, on est beaucoup moins embêté par les instances du gouvernement parce que le ministère de l'Environnement va être très content parce qu'on est en train de vendre ce produit éco-conçu, n'est-ce pas? Il ne va pas rajouter
Il ne va pas changer notre façon de produire, il va nous encourager. Donc, c'est encore mieux. L'éco-conception a prouvé être plus efficace en matière de coûts économiques. Pourquoi? Parce que je réfléchis dès le début à tout cela et je ne change pas ma façon de faire en cours de production. Dès le début, je suis en train d'optimiser tout le cercle. Comment je collecte ma matière première, comment je produis, comment je distribue, comment je collecte la fin de vie de mon produit, etc. etc. Donc, j'optimise dès le début. Elle me permet d'accroître ma productivité et mes capacités techniques. Je vais optimiser ma consommation énergétique, donc j'ai moins de coûts. Je vais utiliser au mieux ma machine pour la production, donc j'optimise ma productivité. Elle va me permettre d'accéder, excusez-moi, j'ai le OK, d'accéder à de nouveaux marchés, notamment les marchés européens, par exemple, parce que les produits verts sont de plus en plus importés et ont de la facilité d'export-import. Et elle me permet de me positionner de façon stratégique par rapport aux concurrents. OK? C'est clair pour tout le monde? Bon. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Vous avez des questions? C'est bon? C'est bon? Des questions? Très bien. C'est clair. Pas de questions. Bon. On va prendre quelques minutes de pause et puis reprendre avec M. Louhab quand il arrive. Au moment où M. Louhab, c'est la semaine prochaine, c'est programmé. Ah, la semaine prochaine. Très bien. Bon. Pardon. Bah, sur ce, oui. Pardon, je m'excuse. Pardon. Oui. M. Louhab, c'est la semaine prochaine. Ah, très bien. Donc, M. Louhab, c'est pour la semaine prochaine. OK. Ah, oui. Bon. Dans ce cas, messieurs, dames, je vous invite à faire quelque chose pour la prochaine fois. Donc, vous avez vu, on a vu donc les activités et ressources clés. Donc, listez vos activités et vos sous-activités et définissez pour vos activités et sous-activités quelles sont les ressources humaines, matérielles et intellectuelles dont vous avez besoin pour pouvoir mettre en place votre produit. La prochaine fois, on attaquera l'éco-conception et donc vous allez naturellement modifier ces activités, adapter ces activités pour qu'elles soient dans une réflexion d'éco-conception. Donc, je vous invite vraiment à faire cet exercice. Listez vos activités et définissez les ressources clés dont vous avez besoin pour pouvoir travailler la semaine prochaine sur la deuxième partie de cette section. Voilà. C'est tout pour moi. Merci beaucoup, Antoine. On vous remercie pour la formation, pour toutes ces informations. Bon, si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, comme d'habitude. Pardon. Est-ce qu'il y a des questions? Des questions, s'il vous plaît. We close. C'est bon. Bon. Bon courage, messieurs, dames, et à la semaine prochaine. C'était très clair. Merci beaucoup. Pardon. Et là, M. Fatah. Oui, M. Fatah. Oui. Pour les slides. Comme d'habitude, d'ici 5-10 minutes, vous les aurez dans votre boîte mail. Ah, ok, merci. C'est gentil. Oui, Fatah, aussi, si vous pouvez nous envoyer les enregistrements. Allez, au revoir. Au revoir. À la semaine